quand on a fondé ça, on avait l'impression que si on pouvait se rendre jusqu'à 20 ans, ça serait vraiment extraordinaire. Puis en se disant, dans 20 ans, ça va être réglé. On aura un programme des lacs dont je vous parlerai tantôt, là, mais on reconstruira un système vraiment monté gouvernemental jusqu'aux citoyens pour que les lacs soient bien protégés au Québec. Puis 20 ans, hein, ça avait de l'allure. Fait que 25 ans, ça m'émeut. C'est peut-être la marque la plus caractéristique des 25 ans, la compétence de son personnel. Le Rappel a toujours été une organisation très proactive, dynamique, donc ça se reflétait aussi dans les employés qui y travaillaient, puis dans les bénévoles aussi qui nous accompagnaient dans le cadre du programme. Les gens qui travaillaient d'arrache-pied, là, c'est incroyable, les bénévoles, comment que ça mettait du temps, qu'ils se donnaient corps et âme, là, vraiment, parce qu'ils croyaient à la mission. J'ai pas vécu, moi, souvent dans ma vie, là, cette dynamique-là où chaque nouveau projet est accueilli favorablement. Moi, le 25 ans au Rappel, c'est un signe de notre efficacité. C'est un signe qu'on perdure dans le temps, puis que les clients, quelque part, ils continuent de faire affaire avec nous. La compétence du Rappel est vraiment bien reconnue, non seulement par nos membres, mais aussi par nos partenaires. Je pense que c'est un grand acquis qui s'est développé progressivement depuis les 25 dernières années. Ce que les gens apprécient de notre service, là, c'est d'arriver avec des solutions pratico-pratiques. C'est souvent ça que les gens veulent entendre. Les former, les accompagner, puis prendre des données aussi supplémentaires qui ne sont pas à la portée de ces associations-là. Non. Hey boy! Ça, c'est le moment où le programme des lacs est disparu. Là, on est en 94. À Lanoraie, et c'est une énorme pépinière qui appartient à un organisme gouvernemental qui s'appelle le Programme des lacs, avec son leader dessus qui est Tony Le Sauteur, le père spirituel de toute la sauvegarde des lacs au Québec. Il est devenu directeur de ce programme qui avait une vingtaine d'employés super zélés, tu sais, tous des enragés, engagés comme le Rappel, là. Sauf qu'ils étaient gouvernemental. Et eux, s'étaient donné comme mission de sauver les lacs du Québec en montant des associations qui s'occupent de leurs lacs. Le bras citoyen du programme des lacs, c'était la FAPEL, Fédération des associations pour la protection de l'environnement des lacs. Ça a monté jusqu'à 800 associations. Et ce que vous voyez en arrière, c'est les pépinières où il y avait 1 million de plants que le gouvernement donnait gratuitement aux associations qui s'impliquaient. Les riverains allaient chercher les boutures, on les amenait à la pépinière et 2 ans plus tard, ils revenaient gratuitement pour la plantation. Mais les pépiniéristes privés ont fait des petites plaintes auprès des ministères, du gouvernement, des politiciens. Ils ont fermé les plants. Ils ont fermé les pépinières. C'est ça qui a tué le programme des lacs. Il y a un certain député qui, en 96, au Polaï, quel hasard, en 96, il fait disparaître complètement, il ferme le programme des lacs, il disperse tous les employés du programme des lacs à travers le ministère. C'est pour ça que Rappel, au départ, a été si centré sur l'éducation, l'information des citoyens puis des élus. Nous autres, on a monté un petit peu plus haut que la FAPEL. On s'occupait beaucoup des élus municipaux aussi. Et des élus, tous les gestionnaires importants là, qui marquaient l'environnement ou l'aménagement du territoire. On était très centré là-dessus parce qu'on savait qu'il fallait faire ça pour que le programme des lacs revienne un jour. Ce qui m'a amené surtout au Rappel, moi, c'est que ma grand-mère, j'ai été élevée au chalet de chez ma grand-mère. Puis quand on allait se baigner, on tapait sur la plage, puis on calait pas du tout. Et puis, 20 quelques années plus tard, on sentait que on calait. Et puis, peut-être 30 ans plus tard, là, il y avait beaucoup de sédiments. Et puis, c'est là que j'ai réalisé, à vue d'homme, à vue de personnes, que le lac avait vraiment vieilli, qu'il y avait eu une modification au niveau physique du lac.
Je me rappelle être allé à l'Assemblée générale du lac Eldon, puis il y avait des gens qui étaient tellement tristes. Il y avait eu une immense coupe forestière et ça s'était descendu dans le lac. Il y avait des centaines de tonnes de sédiments. Tout le monde veut avoir un terrain sec. Ça fait à ce moment-là, on fait une petite décharge, puis la décharge, veut pas, elle finit toujours par se retrouver dans le lac. Et j'étais allé prendre des photos sous-marines et montrer que même juste cette épaisseur-là de sédiments, ça pouvait nourrir une quantité assez élevée de plantes aquatiques. C'est là que les gens commencent à s'y inquiéter et je pense qu'on est arrivé avec le rappel au bon moment parce que les gens étaient là, les gens voyaient les changements et les gens étaient prêts à investir des énergies puis pour sauvegarder ce patrimoine-là qui est extraordinaire. Là. Le souviens d'être allé voir Tony Le Sauteur dans ce temps-là pour lui parler de notre problème, de le fait qu'on était orphelin. Puis il a bien compris qu'on pouvait repartir autre chose. Puis c'est là que je me suis dit, regarde, on va appeler ça rappel. Puis il était bien d'accord à ce qu'on prenne la relève à ce niveau-là. Tu sais. Une petite association, on n'a pas grand moyen pour sensibiliser, mobiliser là, les gens, puis réaliser des programmes. À ce moment-là, à cette époque-là, avec d'autres, dont René Pelletier, on a parti la Fédération des lacs du bassin versant du Grand Lac Brampton. À ce moment-là, on se retrouvait 6 associations, et déjà là, on s'apercevait qu'à 6 associations, on pouvait réaliser des projets qu'on n'était pas capable de réaliser, là, juste par exemple au niveau de notre association. Mais là, on se rend compte très rapidement que lorsqu'on voulait faire, par exemple, créer, puis imprimer, puis distribuer une affiche, prenons cet exemple-là, on n'avait pas les moyens. Et à ce moment-là, avec Diane, Jean-Claude, René et d'autres, on s'est dit, ouais, si on formait dans la région de l'Estrie, si on formait un regroupement de toutes les associations de lacs qui le désirent, ça nous permettrait, on se donnerait ensemble des moyens non seulement financiers, mais des compétences humaines. En mettant tout ce monde-là ensemble, on pouvait devenir beaucoup plus équipés puis beaucoup plus efficaces dans cette mission d'éducation, de sensibilisation, de mobilisation des riverains à protéger leur plan d'eau. Là, il y a un événement majeur qui se passe en Estrie. Il se fait un symposium par le ministère de l'Environnement, un colloque sur l'environnement et la protection des lacs. Et il y a un groupe qui est invité qui s'appelle le Regroupement des associations des lacs et des cours d'eau de l'Estrie et du Haut-Saint-François, en automne 1996, qui a le privilège, ils nous ont laissé, je t'ai dit 2 heures, hier c'est 4 heures. Ils ont laissé 4 heures à ce groupe d'inconnus, mais on n'a pas été inconnus longtemps. À partir de ça, tous bénévoles, évidemment. Jean-Claude était connu. Le groupe qui a facilité ça, puis ça, il faut le rappeler historiquement, c'est une fédération de lacs en Estrie, de 7 lacs. On est à peu près déjà une trentaine d'associations qui sont venues. Puis le reste des 100 quelques, là, et ce qu'on a parlé pendant 4 heures... Juste attendre des matières, oui, c'est ça. La nécessité des regroupements municipaux. On voulait que les MRC se parlent entre elles. Les embarcations motorisées, on va y revenir tantôt, ça a été des gros débats, là. L'aménagement des rives et du littoral, OK? La protection des milieux humides, les installations septiques, l'entretien écologique des fossés, 96. Ça commençait. Alors, vous pouvez comprendre que très, très vite, le fameux tiers inférieur que le rappel inventera, là, il était annoncé, là. J'employais le mot à ce moment-là. Je me souvenais même pas, j'avais déjà le mot en tête, OK? Les pratiques agricoles, les plantes aquatiques, les coupes forestières, puis la protection des réservoirs d'eau potable. Et c'est là qu'on a réussi à avoir, il me semble que c'était 32 ou 36 associations, plus des maires,
des présidents, des représentants des MRC et des élus. On y tenait beaucoup pour qu'ils entendent parler, et des journalistes, parce que ça a été très couvert. Notre premier geste d'éclat qui a fait qu'on a pris beaucoup de crédibilité, c'est le tiers inférieur. C'est qu'un organisme de citoyens ait réussi à convaincre le ministère des Transports de changer complètement sa méthode d'entretien des fossés. Ça a été très drôle, cette affaire-là. C'est une conférence en 1996 qui se fait au lac Brompton. Il y a un petit tout nu en avant qui s'appelle Jean-Claude Thibault, puis qui gueule contre le ministère parce qu'il y avait un fossé qui amenait du stock direct dans la rivière au saumon, qui est la décharge de la Brompton. Il y avait dans la salle, je ne le savais pas, un représentant du ministère des Transports qui, par un autre hasard, était un de mes anciens étudiants à l'université. Et là, on a eu un très bel échange. Il dit « Je t'invite à rencontrer le boss au ministère des Transports pour que tu transmettes ça de façon un petit peu plus civilisée, mais je pense que tu as raison. Sur le fond, tu as raison. » Je vais vous avouer que j'étais très petit dans mes culottes parce qu'il y avait 16 ingénieurs dans la salle, plus le directeur. Il me présente d'un organisme qui s'appelle le Rappel. Tu sais, c'est encore clair, là. Il dit, si vous protégez le fameux tiers inférieur, donc vous décapez le tiers inférieur, puis le deuxième tiers, vous y touchez pas. La logique là-dedans est bien, bien simple. Hein? Plus tu as de verdure qui est dense, puis si c'est en pente, bien nécessairement, s'il y a de cette verdure-là, dans une grosse pluie, alors les boues ne descendront pas dans le ruisseau. Et on est sorti de là avec ça. La première fiche, ça s'appelle une FPE 01, fiche de protection environnementale 01 du ministère des Transports. C'est le fun parce qu'ils ont fait 8 fiches au total. Mais la première, ça a été sur le tiers inférieur. En mai 2002, c'est devenu une norme obligatoire d'entretien des fossés au Québec. Ça, c'est le Rappel qui a sorti ça. Les gens percevaient des changements dans la qualité de leur plan d'eau, que ce soit par une plus grande présence de plantes aquatiques ou de sédiments sur les rives, etc. Et à ce moment-là, donc, ça nous a permis là, de développer tout ça pour rejoindre davantage là, tout ce monde-là. On a fait les lettres patentes en 1997. Ça s'est fait à l'Assemblée, à la Maison de l'eau de Sherbrooke, à la plage Blanchard, où là, il y a eu une réunion officielle. On a voté pour un président, un vice-président, et je pense qu'on était 7 administrateurs. En 1 an, ils ont compris tout d'un coup qu'on n'avait pas le même ton, puis que c'est surtout, on était bon pour trouver des solutions. Puis ça les fascinait. Puis vraiment, c'est la force de Rappel, hein? Il y a un problème, on a le background scientifique, puis on a la préoccupation de ne pas voir le problème, de voir les solutions possibles au problème. Ça, c'est fort, ça. La revue de presse 97. Le suivi de qualité des eaux, la gestion plus sécuritaire et plus écologique des activités nautiques, la protection naturelle des rives et du littoral, des pratiques agricoles plus écologiques, une réglementation provinciale sur les activités nautiques, l'entretien écologique et économique des fossés routiers, les sites d'enfouissement et les protections des eaux souterraines. Ça, c'est toutes des choses sur lesquelles on s'est prononcé. On tirait sur tout, OK? Les reconnaissances publiques des bons coups du Rappel, le président honoré par la Fondation industrielle, parce que la deuxième année, on recevait déjà des prix. Tu sais, on était pertinent sur le plan et politique, mais sur le plan scientifique aussi. Il y a 2 autres gros dossiers que Rappel a fait. Il a publié une première donnée sur la qualité des eaux des lacs en Estrie. Et ça a fait beaucoup de bruit parce que le résultat était dur, était négatif. Entre autres, les données au niveau du phosphore, c'était barouette. Il y a bien trop de phosphore par rapport aux normes de base. C'est le 19 parties par million de phosphore qu'ils devaient recevoir. Régulièrement, on avait du 30-35. Fait que les plantes aquatiques s'en venaient. C'est Martin Lemons qui a géré cette partie-là. Chaque été,
on créait des groupes de jeunes biologistes ou d'étudiants en biologie, en géographie et en d'autres disciplines. Et on se déplaçait dans les plans d'eau pour faire des analyses. Et quand arrivait l'automne, j'avais le bonheur de rédiger des rapports comme celui-ci. Et celui-ci est un tout petit, là, parce que celui sur l'état des rives, qui était très volumineux, mais j'ai travaillé avec les jeunes. Puis, je trouvais ça fantastique de dire, OK, on peut les donner des services comme on a été à Ton-Lac. À ce moment-là, tu étais au lac Miroir, le lac à Elgun à côté, ou peu importe, le lac d'Argent, et aller sur place et prendre des échantillons ou prendre des photos. Je trouve ça extraordinaire qu'ensemble, on formait une équipe avec la mission là, de mieux comprendre c'était quoi la qualité de nos lacs, c'était quoi les problèmes. Il y avait une très bonne collaboration entre les étudiants, le directeur la coordonnatrice du projet, le directeur de projet et le CA du rappel. La dynamique était très bonne. Il y avait des lacs qui, au niveau, la qualité du lac était classée comme oligotrophe. Donc, un lac qui était en très bonne santé, mais quand on fouillait un peu plus loin et puis qu'on allait voir ce qui se passait sur les rives, on voit que le problème n'était pas encore arrivé au niveau de la fosse du lac, mais que le problème était au niveau tout autour du lac, dans sa partie peu profonde. Puis on savait qu'avec les années, avec les décennies, ça s'en irait vers la fosse et que la qualité là, que je décrivais comme oligotrophe de ces lacs-là était un peu surfaite par rapport à la réalité. En 97-98, le dossier politique que le rappel a mené, c'est la problématique des motos marines, la problématique de l'usage non civilisé, c'est cute, j'ai bien dit, des plans d'eau, où là, n'importe qui fait n'importe quoi. Et rappel va faire deux choses, va faire de l'information pour faire des lois en environnement pour la gestion de la sécurité nautique sur l'eau, des vitesses, des zones à protéger et tout ça. Quand on a démarré le rappel, c'est sûr que c'était zéro financement. Donc, la façon qu'on a voulu procéder au début, c'était de demander une cotisation à chaque association qui était membre du rappel. Chaque association payait selon le nombre de membres qu'elle avait. Une cotisation. Et à ce moment-là, qui n'était pas beaucoup, qui était peut-être 2-3 $ par membre de cette association-là. La première année, on a réussi à aller chercher 20 000 $ de subventions pour opérer ces 3 projets-là. Fait que moi, mon temps n'était pas payé la première année. Moi, je pense que les 2-3 premières années, là, ça a été 0 salaire. Et on a terminé, bien, en tout cas, la compilation que j'avais dans mes affaires, c'était jusqu'en 2006, on a réussi à aller chercher 413 000 $ de subventions. Puis il y a eu à peu près 300 quelques mille dollars de valeur monétaire au niveau bénévolat. On y a été de peine et de misère. Pour avoir 413 000 $ de subventions, il a fallu en demander beaucoup. Je me souviens tout le temps, j'étais avec Martin et Diane Pratt, et on avait fait 22 demandes de subventions, puis on a eu 2. Une de 5 000 $, puis une de 10 000 $. Vous comprenez? Puis on avait 4 employés. On a perdu les employés. Et là, c'était comme « wow ». C'était tout le temps des refus, mais finalement, par persévérance, on a fini par avoir les subventions. Mais c'était beaucoup de négociations, beaucoup d'ouvrages. Je me souviendrai toujours aussi de l'affiche « Le bon côté versus le mauvais côté ». Quand je suis rentrée, moi, au rappel, j'ai vu cette image-là. Puis moi, j'arrivais avec mes comportements urbains. Puis là, je disais « OK, mais eux autres, je m'en vais travailler pour des gens qui, eux autres, ils disent que ça, c'est le bon côté. » Alors que moi, je trouve que lui, il est plus propre.
Donc là, je m'étais dit, oh my God, il va falloir que je change de mentalité ou que je comprenne pourquoi. Finalement, j'avais compris pourquoi, mais j'avais toujours dit, OK, si on m'avait montré en dessous de l'eau, qu'est-ce que ça a de l'air? Peut-être que ça serait plus facile de dire, OK, ça, c'est mieux. Donc, et j'avais présenté ça à Pêche et Océan Canada, qui avait trippé sur l'idée. Et là, on avait fait d'autres nouvelles affiches. On a eu des gros jases avec Dompteur. On était aimés par Dompteur. Ils ont compris qu'on était très pragmatiques. Que nous autres, on disait, c'est pas les problèmes qui nous intéressent. Les problèmes, on les connaît tous en environnement. C'est les solutions. Et vous faites partie de la solution. Puis Dompteur, ils se sont mis à faire des coupes vraiment intelligentes sur leur terrain, on va le dire modestement, grâce à nous. Là, on s'est assis avec eux autres et on a vraiment mis en place, on n'a pas mis en place, on a créé une attitude préoccupée de dire il y a moyen de faire des coupes forestières intelligentes, ce que Dompteur s'est mis à faire. Là, on commençait à avoir une cote d'écoute importante. Et 98, là, le rappel venait de prendre son envol, puis il venait de prendre la crédibilité qui était nécessaire pour influencer les décisions des gestionnaires. Une autre étude extrêmement importante qu'on a faite en été 98, l'artificialisation des rives du littoral de l'Estrie du Haut-Bassin de Saint-François, c'est quelque chose qu'on a fait à partir des photos aériennes. Dans ce temps-là, il y avait des subventions et ça a claqué sérieusement. Des 36 lacs occupés, 66 % étaient grandement artificiel. Le 2/3. Ça a claqué. Quand on a lancé le concept du bassin versant, là, vous ne pouvez pas sauver un lac si vous ne vous occupez pas du bassin versant. On a construit 2 ans après le programme SAGE, le schéma d'aménagement global de l'eau. Quand j'ai commencé dans l'an 2000, on ne parlait pas de bassin versant. Les gens n'étaient pas familiers avec ça, parce qu'un lac, c'était un lac, point. C'était une cuvette d'eau. Et là, ça a amené toute une dimension vraiment là, large, je dirais, systémique. Tu sais, il y a plusieurs éléments qui sont en interaction. C'est un programme qui visait à faire une analyse du bassin versant des lacs sur lesquels on travaillait. C'était un programme qui était en collaboration avec plusieurs ministères, mais qui visait vraiment à rendre les associations de lacs autonomes. Donc, le but, c'était de faire un diagnostic du bassin versant. À ma connaissance, là, c'était un des premiers programmes au rappel où on travaillait vraiment sur ce qui rentrait dans les lacs. Donc, le bassin versant et pas juste le lac en tant que tel. L'idée, c'était de voir c'était quoi les problématiques en termes de qualité d'eau ou d'aménagement sur le territoire. Puis l'objectif, c'était vraiment de rendre les associations autonomes. L'idée, c'était que les bénévoles des associations viennent avec nous sur le terrain pour qu'on puisse leur faire un transfert de connaissances. Les gens des associations, avec leur municipalité, pouvaient utiliser, dans le fond, les résultats du programme, des inventaires, des diagnostics, pour mettre en place un plan d'action. C'était un des gros dossiers. On a fait 32 associations, c'est sûr. Il fallait arrêter à 32 parce qu'on n'avait plus, plus l'argent pour le faire. Il y a un concept que Tony Le Sauteur défendait dans ce temps-là, puis que ça a pris du temps avant que ça soit compris, mais nous, on l'a compris. C'était l'encadrement forestier. Les 300 mètres au bord d'un lac, c'est l'encadrement forestier où il devrait avoir très peu de chalets. C'est le contraire. Ils sont tous sur le bord des 100 premiers mètres. Et le reste, on ne s'en occupe plus. Alors, lui, il voulait qu'on s'occupe de tout ça et qu'on gère ça en fonction de ça. Tous les problèmes qu'on a actuellement, c'est parce qu'on a permis, par ignorance, là, en gros, là, c'est pas par mauvaise... Par non-implication du gouvernement. Pas par mauvaise volonté, mais on a permis aux gens de ceinturer le lac avec un chemin. Quand tu fais la route qui fait tout le tour du lac, tu es à peu près sûr, si ton lac est petit, que tu viens de l'étouffer. On a gagné des prix prestigieux et vous allez le voir, je pense que c'est en 2000 que là, le top du top, c'est qu'on gagne le Phénix de l'environnement. Ça, c'est provincial. Puis on a failli gagner un Canadien. Une des forces qu'on avait, c'est qu'on avait tout le temps des partenaires du milieu. Oui, on était connectés. Comme vous dites, on composait avec la politique, mais on
On n'allait pas là, jouer dans les jeux politiques. Ça nous intéressait pas. Ce qu'on voulait, nous autres, c'était d'être bien branchés. Rappel veut planter 100 000 arbres. Dans le cadre de l'an 2000, là, 100 000 arbres plus pour l'an 2000. Nous autres, on voulait que ça fasse un wow sur le plan conscience collective. De dire, attendez une minute, là, il y a 2/3 de nos bords de lac qui sont tout nus parce qu'on ne connaît pas les bonnes pratiques. Puis là, ça a pris 2 ans pour convaincre les gens. Ça, c'était en 98. En 2000, on réussit à faire ça, puis ça a marché. Les milieux humides. On a fait un très, très gros projet extraordinaire. Je pense que c'est extraordinaire parce que ça aussi, c'était pour faire prendre conscience que des milieux humides, c'est pas un endroit à scraper. Puis, en faisant cette étude qui s'appelait Inventaire biologique de 70 milieux humides de l'Estrie, le rapport du rappel a permis, entre autres, c'était un des arguments scientifiques pour l'agrandissement du parc Onford, pour dire que telle zone, il y a là des milieux humides de très haut niveau, sur le plan écologique. Tout ce qui touchait à l'environnement, puis là, on a débordé l'eau, mais en même temps, on ne débordait pas, c'est dans le bassin versant. Quand ils sont devenus un OBNL, je connaissais le monde, tout ça, mais j'étais plus là-dedans pantoute, là, et qu'ils l'ont arraché. Ils l'ont-tu arraché un peu, essayer de survivre malgré toutes les coupures de partout, là. J'ai comme ça assisté à la transformation du rappel, qui était un organisme hautement subventionné, qui avait une mission de rayonnement, une mission éducative. Et quand les subventions, de par la volonté des gouvernements à l'époque, ont commencé à se tarir, les municipalités ou les associations régionales, municipales aussi ont cessé tranquillement de nous subventionner. Là, ça devenait un choc brutal quand les entrées de fonds ont cessé. Au niveau du personnel, on a réduit au minimum. Là, on se disait, on va pouvoir tenir encore 1 année, 2 années. Il faut qu'on aille vers une formule coop. J'ai assisté à ma première assemblée générale à l'automne 2009. Puis, à ce moment-là, le sujet, c'était est-ce qu'on ferme l'organisme ou si on devient une entreprise d'économie sociale. On ne parlait pas encore de coopérative à ce moment-là, c'était de commencer à vendre des services. Ils voyaient bien que c'était impossible d'assurer la permanence de l'équipe, donc il fallait avoir un mode de financement plus récurrent. Ce qui avait fait un peu la renommée du rappel à l'époque, c'était ça, là, le suivi de qualité de l'eau, les bandes riveraines, le programme SAGE. Mais là, il fallait diversifier ces services-là. Là, on commençait à faire des stabilisations de rive. Il n'y avait personne qui avait fait ça à l'interne. On se débrouillait un peu avec les moyens du bord pour être capable d'aller chercher des contrats puis de se monter une crédibilité. Ce changement-là de mentalité, d'état d'esprit, ça s'est vraiment pas fait du jour au lendemain, de transformer un organisme à but non lucratif qui était vraiment orienté sur offrir des services gratuitement, de l'accompagnement, à une entreprise d'économie sociale. Donc, comment qu'on peut se positionner maintenant comme une entreprise puis d'aller vendre des services en tant que tel, tout en gardant quand même l'esprit coopératif, l'esprit d'organisation à but non lucratif. C'était une transition qui était nécessaire pour être capable d'aller assurer la mission à long terme. On cherche de l'argent pour mieux servir les membres en tant que tels. Donc, il fallait essayer de se positionner, de satisfaire nos membres, mais quand même en même temps de se positionner comme des experts conseils. Pendant aussi ce moment-là, c'est là qu'ils ont décidé aussi de faire ce tournant-là vers la coopérative. D'abord, le conseil d'administration a mis en place un comité de travail. On a travaillé avec la coopérative régionale de développement de l'Estrie, ou la coopérative de développement régional de l'Estrie, pour finalement voir de quelle façon on pouvait effectivement continuer l'OBNL en coopérative de solidarité. Donc, les types de membres utilisateurs, dont les associations, les membres producteurs, membres travailleurs, qui finalement nous a amenés à constituer, là, si on veut, la coopérative de solidarité. On craignait peut-être là, que d'abord de perdre, si on veut, là, notre mission de base qui est de sensibiliser, éduquer, faire en sorte que les gens se rendent compte de ce qui
important pour protéger l'eau d'un lac et de son bassin versant. Puis l'autre côté qui était effectivement les services d'expertise qui permettaient d'ailleurs de vendre des services de professionnels qui nous permettaient effectivement d'aller chercher des revenus. Ça ne s'oppose pas nécessairement. C'est dans la culture de l'organisation que ça va se manifester. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde ça, là, ça reste quand même encore très présent. C'est cette double dimension là, dans la vocation et la vision du rappel. En fait, le modèle coopératif, surtout quand on parle de coop, de solidarité, je pense qu'il a bien démontré comment on peut combiner une vocation de service aux membres avec une vocation de regroupement, de solidarité, d'entraide, de partage, etc., etc. Puis je pense que c'est ce qui était souhaité par les administrateurs à l'époque, puis c'est ce qu'on cherche toujours à protéger encore aujourd'hui. Au Québec, des grosses coopératives, il y en a plusieurs. On peut penser à Desjardins, il y en a dans le monde agricole, AgroPur, et plusieurs coopératives qui sont quand même importantes, puis que les gens au Québec associent les coops à une entreprise quand même. Donc, on venait mieux se positionner comme entreprise d'économie sociale, puis en même temps, on gardait tout l'esprit coopératif, donc d'organisation aussi à but non lucratif, puis démocratique. Donc, dans une coopérative, un membre égale un vote, qui est exactement la même chose qu'un organisme à but non lucratif en tant que tel. Fait que nous, le changement à l'interne, ça n'a rien changé en tant que tel. Là, de passer d'une organisation, d'un OBNL à une coopérative, on gardait la même assemblée générale, c'est les mêmes membres, le même conseil d'administration. La structure est très, très, très similaire entre un OBNL et une coop en tant que telle. Toute cette transition-là, en tout cas, je l'ai vu juste... Ça a fait du bien aux employés, je pense, aussi. Tout ça, ça s'est produit peut-être en 3-4 ans, là, il y a vraiment eu une croissance, là. J'ai été sur le CA du rappel pendant au moins 4-5 ans, je dirais. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on sent partie prenante de l'entreprise. On sent écouté, entendu. En tant que travailleur membre, lorsqu'on siège sur un CA, on représente aussi nos collègues, en fait, puis on peut vraiment amener un point de vue différent qui n'est pas seulement administratif, mais qui est un point de vue aussi terrain. Au niveau de la gestion ou des opérations, on amène ce point de vue-là au niveau du conseil d'administration. C'est parce que c'est des gens qui, oui, veulent nous aider à progresser, mais au jour le jour, là, ils sont pas toujours au courant, là, dans le fond, des défis qui se posent à nous. Là. Fait que je pense que d'avoir ce point de vue-là, oui, il y a la direction générale, mais la direction générale a ses préoccupations, mais les préoccupations des employés, c'est pas toujours les mêmes. Là. Fait que je pense que d'avoir ça permet, en fait, je pense, de trouver des solutions qui sont peut-être plus optimales là, pour répondre là, aux besoins des employés. Une grosse différence entre le rappel et d'autres entreprises privées en service conseil, c'est que nous, on travaille avec les gens. On offre la possibilité aux associations de travailler avec nous, de fournir des bénévoles et de la main-d'œuvre. Donc, ça fait baisser leur coût pour les différents travaux. C'est le seul modèle que je connais qui est comme ça, en fait, là, que les associations, les gens peuvent travailler avec nous et puis ils participent. Puis ça favorise vraiment aussi les échanges entre le rappel et eux. Puis ça crée, je pense, un sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'on regroupe un paquet d'associations à travers le Québec. Fait que les bons coups de certaines associations peuvent être partagés entre les associations. Puis le rappel, c'est vraiment un lieu de partage. C'est une entité qui les représente puis qui les aide à partager les bons coups de chacun et l'information, puis qui leur fournit aussi une expertise dans qu'est-ce qu'ils ont besoin, qui leur amène aussi un appui face à leur municipalité pour les convaincre de faire avancer les choses. Puis c'est vraiment des caractéristiques qui nous distinguent de d'autres entreprises privées en service conseil. Je pense qu'au conseil d'administration, on se le rappelle régulièrement que tout le volet des services aux membres, l'accompagnement, le service conseil, l'information, qui n'est pas toujours facturable, loin de là. C'est un volet absolument essentiel de la mission de rappel.
Moi, j'en reviens pas de ce que Jean-François a réussi à construire autour de lui. Une équipe de professionnels, de motivés. Vraiment, je suis rassuré par rapport à ça. Je me dis, en quelque part, on est capable de livrer la marchandise. Moi, je suis content de voir que le rappel existe toujours, autant d'années après. Je suis très heureux qu'on a traversé cette crise, pour ne pas dire ces crises idéologiques, financières, main-d'œuvre. Et là, on est rendu avec des biologistes, des géographes, des géomaticiens, des ingénieurs, techniciens en bioécologie. Donc, on voit qu'on a une équipe qui est quand même très forte à l'interne. Il y a une belle évolution là, de l'expertise. Là. Le rappel est devenu une pépinière de ressources. Les gens prenaient sur le tas. Il fallait être ingénieux, il fallait trouver des solutions rapidement. Fait que ça, je pense que je suis très, très fier de ça, même si à l'époque, on était pauvres. Quand je regarde où on est rendu aujourd'hui, avec, on est une grosse équipe, on est rendu avec plusieurs véhicules, avec plusieurs embarcations, puis on est vraiment dans un beau domaine d'avenir, de prendre soin de l'eau, puis de s'assurer qu'on conserve puis qu'on protège notre plus grande ressource, qui va un jour être la plus grande ressource mondiale, si ça ne l'est pas déjà. Là. On voit que les gens sont préoccupés par leur milieu, ils veulent en prendre soin. Je dirais que ça m'a marqué, cet aspect-là. C'est une organisation qui est passionnée, les gens sont passionnés, fait que on le sent, on le sait, fait qu'on a le goût de s'y investir. Là. J'ai développé un sentiment d'appartenance à Rappel. Hey, c'est fort, ça! Tous les membres des associations, c'était vraiment comme une belle famille. C'était des gens qui étaient tous dans une même direction pour le bien-être de nos lacs, là, de l'environnement. Ça, pour moi, c'est quand même assez exceptionnel. Parce que rappel, c'est d'abord des membres. Puis quand ils ont décidé et qu'ils ont accepté, parce que ça a été difficile, que les municipalités deviennent membres, ça a été le coup de génie. Le principe de membre à vie, c'est vraiment facilitant. L'éducation aussi des citoyens, bien, ça l'amène souvent à une prise de conscience quand on les implique dans la prise de données, dans le suivi de leur lac. Bien, souvent, ils vont changer de comportement aussi. Plus qu'on les éduque, plus ils vont avoir tendance à changer de comportement pour protéger leur lac puis adopter des bonnes pratiques sur leur propriété puis dans le bassin versant des lacs aussi. Je pense que le fait qu'on réponde tout le temps au téléphone puis qu'on fasse des suivis avec les clients, je pense qu'on est quand même bien apprécié. C'est terre à terre, là. C'est ça qu'ils recherchent. Il y a moyen d'avoir une entreprise d'économie sociale qui est capable de redonner puis d'être présente pour ses membres aussi. Là. On voit que la transformation puis le modèle est de mieux en mieux compris, autant par les associations que les clients. Je pense que les valeurs, justement, d'une coopérative comme ça, c'est ce qui font sa force en tant que telle. Là. Depuis quelques années, on a déjà élargi le territoire, donc on est rendu avec des associations membres dans plus de 9 régions administratives, je crois. Mais l'objectif, ça serait éventuellement de réunir la presque totalité des associations de lacs au Québec. Donc, plus on va avoir d'associations qui sont membres du regroupement, plus le regroupement va avoir de force pour mieux accomplir la mission, en fait, de sauvegarde des plans d'eau. Le rappel a développé une expertise extraordinaire sur le plan scientifique et technologique. Et à mon humble avis, il est parti pour remplacer au Québec toute la partie techno-scientifique des problématiques de lacs. Il y a des grandes discussions qui se passent, notamment avec le ministère de l'Environnement, l'ensemble du gouvernement du Québec. Comment on peut mieux protéger cette ressource essentielle que sont nos lacs, nos plans d'eau. Rappel a une voix importante à apporter dans ces débats-là. Je pense qu'il faut y être et possiblement même jouer des rôles encore plus importants. L'approche qui est développée, c'est l'avenir. Les associations de lacs, entre autres, en ont drôlement besoin. Les municipalités en ont drôlement besoin de cette expertise-là, de cet accompagnement-là. Les entreprises, les résidents, les riverains. Je pense que chaque association vit un peu les mêmes problématiques, chacune de leur côté, mais de les regrouper puis de mettre toute cette expertise-là ensemble, c'est comme ça qu'on va être en mesure de mieux protéger nos lacs. De travailler en collaboration, oui, avec les associations, mais le travail qui est déjà entamé avec les municipalités, je pense que c'est vraiment quelque chose
qui va faire en sorte que les associations et les projets vont encore mieux se réaliser, puis on va avoir encore plus de force et d'inclure les municipalités dans ça, parce que au bout de la ligne, c'est quand même elles qui ont énormément de pouvoir au niveau de la préservation de nos plans d'eau. Donc, si on était capable de réussir à faire travailler sur l'ensemble du territoire québécois les municipalités puis les associations de lacs ensemble, je pense qu'on aurait un gros bout de chemin de fait, là.